Voilà, bonjour, je m'appelle Olivier François, je suis le président de la Petite Bibliothèque Ronde et je voulais vous accueillir, vous remercier d'être venu ce matin et dans le cadre de cette journée d'études dont l'idée est née d'une nécessité partagée issue d'un vandalisme particulièrement inattendu pour la Bibliothèque des Enfants de Clamart il y a un an, au printemps 2014. Alors je ne reviendrai pas sur l'histoire de ce lieu historique que vous connaissez tous, depuis sa création en 1965, comme première bibliothèque pour enfants, pionnière tant dans son architecture que dans ses missions, et qui fêtera en 2015 son 50e anniversaire. Notre maison est située dans un quartier dit sensible, la Cité de la Plaine, relativement paisible, mais où depuis plusieurs décennies, comme ailleurs, l'incivilité est croissante sur fond de perte de repères, de valeurs, le tout attisé par des conditions économiques et sociales adverses. Souvenez-vous le contexte politique des élections municipales l'an passé, dans lequel nous nous trouvions, des propos entendus qui attisèrent des tensions contre certains livres dont on rejetait la place dans les bibliothèques et l'éducation, ces livres qu'il fallait brûler pour certains et dont la conséquence, ici et ailleurs, fut une recrudescence d'actes d'agression contre des établissements, des outils culturels et des personnes. Des mouvements contre l'intérêt même des intéressés, allant jusqu'à ignorer l'importance de l'éducation et de la culture dans la construction individuelle et collective. Ignorance malheureuse des fondements de la liberté. Avec le soutien du service du livre du ministère de la Culture et de la Communication, nous avons voulu partager cette expérience et trouver ensemble, avec les acteurs de la politique publique de lecture de jeunesse, une réponse, ou tout au moins l'ébauche de celle-ci. Ce serait bien prétentieux de trouver une réponse dès aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous dérouler le programme de la journée, mais j'ai souhaité convier Gérard Villem, proviseur honoraire de lycée à La Courneuve et à Saint-Denis, membre honoraire de la délégation ministérielle pour la prévention et la lutte contre les violences en milieu scolaire, et par ailleurs mon camarade au sein de l'association Tolérance et Éducation, qui est une association qui lutte contre les discriminations et qui fait la promotion de ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Donc je vais demander à Gérard de venir partager son expérience et de donner la dynamique de démarrage de notre journée d'études. Voilà, je vous remercie. Vous m'entendez? Très bien. Bon, c'est bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier Olivier de m'avoir invité. Et avant de commencer mon exposé, je voulais vous dire que quand Olivier m'a proposé de venir, très tardivement, ce qui va m'obliger à partir avant la fin de vos travaux, parce que je ne peux pas faire autrement, et quand il m'a déroulé le sujet d'étude d'aujourd'hui, thème de réflexion, bibliothèque, cité et territoire, puis en italique, comment s'apprivoiser, alors j'ai vu s'avancer devant moi Le Petit Prince et le Renard. C'est un des livres qui a accompagné mon enfance. Des morceaux de phrases, des bouts de phrases me sont revenus. Besoin de l'autre. Le langage est source de malentendus. Il faut des rites. En faire son ami unique au monde. Puis le secret. Bref, il fallait que je sois là. Il ne faut pas faire autrement. Puis j'avais aussi d'autres raisons d'être là. Au moins 3. D'abord par mon parcours professionnel. Je viens du monde de l'éducation, donc évidemment le livre, les bibliothèques, ça me parle. Comme citoyen, bien évidemment. Et aujourd'hui plus qu'avant peut-être, encore. Et aussi parce que, et je le dis souvent, un peu partout où j'interviens, je ne suis pas né avec une bibliothèque. Sans elle, mes études auraient été difficiles. J'ai un âge certain, j'ai Internet qui n'était pas forcément. Et donc je suis l'éternel obligé des livres et des bibliothèques. Donc je vais vous tracer rapidement mon parcours professionnel pour que vous sachiez d'où je parle, comme on disait en 68, parce que j'ai l'âge d'avoir fait 68. Camarades, on disait, d'où parlez-vous? C'est important de savoir d'où on parle. Moi je parle de l'éducation nationale, si j'étais docteur, ça ne serait pas la même chose. Aucune parole supérieure à l'autre, mais c'est différent. Donc je parle de l'éducation nationale et je parle d'un lieu aussi. Le département 93, qu'on appelle plus trivialement le 93.
Et les territoires, ce fut en tant qu'instituteur, bien évidemment, puis après instituteur spécialisé, puis après principal, puis après proviseur, et dernièrement membre de la délégation ministérielle contre les violences en milieu scolaire. Donc mes lieux, ça a été Clichy-sous-Bois, Louise Michel, le collège Louise Michel, en bas de Montfermeil, là où il y a eu les problèmes de transfo. Montreuil, collège Le Nain-de-Tillemont, ce qu'on appelait la Boissière, Chicago Rouge à l'époque. Les Courtilières, à Pantin. On ne disait pas qu'on était nommé au collège. À Pantin, on disait on est nommé aux Courtilières, pour vous donner l'importance de la cité. Aussi au 4000, bien sûr, à la Courneuve, au collège et au lycée, j'ai fait les deux. Et puis après à Saint-Denis, dont vous connaissez malheureusement par réputation, mais je vous en reparle un peu plus après, un peu plus précisément après. Donc vous avez pu remarquer, si je déroulais ça, c'est pas pour rien, c'est que j'ai déroulé que des villes et des collèges qui étaient en zone d'éducation prioritaire. Et souvent dans des cités. Donc j'ai rejoint cette délégation ministérielle, qui bien évidemment, elle n'est pas en ZEP, pour lutter contre les violences scolaires. Donc les violences, comme vous pouvez vous en douter, les échecs, les difficultés, ça me parle. Ça me parle aussi le mot s'apprivoiser. C'est faire lien, et créer du lien. Et dans mon parcours professionnel, ça a été un impératif, une nécessité, je dirais. Pourquoi j'ai rejoint cette délégation, pourquoi j'ai arrêté le terrain, comme on dit? Parce que je voulais, à un moment, faire part et travailler au plus haut niveau pour permettre que le terrain soit entendu et qu'il y ait une relation directe entre la recherche et le terrain. Évidemment, en travaillant contre les violences en milieu scolaire, cette délégation, je vais vous dire très rapidement, très peu de monde. Il y a un inspecteur d'académie, il y a un hyper de lettres classique, un inspecteur, il y a un enseignant d'histoire-géographie, il y a un professeur, un proviseur, qui était moi-même, et il y a un chercheur qui s'appelle Éric Le Barbieux, donc vous connaissez peut-être le nom. Donc, et notre démarche est simple, c'est travailler directement avec le terrain et former les cadres intermédiaires à une certaine logique que je vais vous expliquer un peu plus loin. Donc en travaillant contre les violences, nous sommes tout de suite arrivés à parler du climat, bien évidemment, parce que quand un lieu est bougé, on se pose la question, ça va bien, ça va pas bien, quel climat? Donc ce climat, il a fallu y réfléchir, il y a eu des études faites là-dessus, et donc réfléchir à un climat propice à l'étude, mais aussi à la lecture, donc dans les bibliothèques, et propice à la citoyenneté, au développement de la citoyenneté. Revenons au Petit Prince et au Renard. Ces deux-là, effectivement, ont besoin de se parler, de se comprendre. Alors comment fait-on pour qu'ils se comprennent, qu'ils se parlent et que ça fonctionne? À la délégation, avec le concours des chercheurs, donc, on a mis en place une sorte de démarche, une stratégie. Je ne dirais pas une méthode, parce qu'une méthode, ça s'applique de la même façon partout. Tandis que là, ça s'adapte en fonction des réalités. Une méthode, une stratégie qui permet, en fin de compte, de faire bouger les réalités internes et externes. Je vais essayer de vous soumettre quelques réflexions qui, j'espère, va vous intéresser, et puis, j'espère aussi, peut-être transférables, peut-être y trouver pâture pour vous, là où vous fonctionnez. Bon, d'abord, nous sommes partis de l'idée qui nous semblait indispensable, et ça tout le monde le sait, que quand, vous savez, on a tendance à dire, on arrive dans un lieu, le climat est sympa. Ah oui, ça veut dire quoi, le climat est sympa? Pourquoi dit-on que le climat est sympa? Dans une bibliothèque, dans une école, ou dans un supermarché d'ailleurs. Pourquoi le climat est sympa? Et donc on s'est posé cette question avec des scientifiques en se disant, si on dit ça, c'est qu'il y a sûrement différents facteurs qui interviennent pour rendre agréable, sympathique, ouvert ces lieux-là. Donc, on s'est dit, pour arriver à déterminer cela, il faut établir un diagnostic. Il nous semble qu'il n'est pas possible de commencer à réfléchir et à agir sans déterminer sur quoi on agit et comment on agit. Donc le diagnostic. Établir un diagnostic, de voir par rapport aux choses qui nous
s'embarrasse par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas. En sachant que les recherches d'Éric de Barbieux a permis de dégager un indice de climat. Bon, vous savez, on est très dans le chiffre par les anticorps. Un indice, ça veut dire qu'on interroge les professionnels, mais pas seulement les professionnels, les usagers. Donc ça soit pour une école, on interroge les parents, les élèves et les professeurs et l'administration. Pour une bibliothèque, ça sera tous les gens, intérieurs, extérieurs, qui fonctionnent. Et quand on a interrogé tous ces gens, on s'aperçoit qu'on arrive à dégager des priorités par rapport au dysfonctionnement, bien évidemment, parce que le but est là, le dysfonctionnement. Il faut savoir que nous-mêmes, nous participons du diagnostic, c'est-à-dire que celui qui fait passer le diagnostic, il est dans le diagnostic aussi, hein. C'est-à-dire que ça exempte personne. Le nombre de fois où j'ai entendu « mais ça va bien ici », on a fait, après les sondages et donc cette enquête, ces questionnaires, on s'aperçoit que ça n'allait pas. Il y avait une omerta, un blackout, un silence. Ça n'allait pas. Donc ça ne va pas, c'est pas forcément dramatique. Il faut essayer que ça bouge. Donc se poser des questions simples. Quelle place, quel rôle, quelle écoute, quel travail, quelle représentation. Et donc quand on a déterminé les différentes choses qui n'allaient pas, il faut mettre en place une stratégie. Vous avez remarqué que c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on travaille sur différents pôles. Et donc on travaille aussi avec différents leviers. Et on arrivait à isoler 7 leviers qui nous semblent pouvoir bouger les réalités. Pas seulement les réalités de l'école, je pense. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est là dans beaucoup de lieux où il y a commun, où il y a communauté. La stratégie d'équipe. Première stratégie d'équipe qui est très importante quand on travaille. Ça permet de professionnaliser les gens, ça permet de ne pas les laisser seuls, ça permet de ne pas les laisser avec leurs angoisses, leur culpabilisation. Le travail d'équipe, c'est la possibilité de monter des projets, de monter une cohérence. Donc ça permet de rationaliser, de mettre à distance et donc d'être efficace et donc de moins souffrir aussi. Les praticiens, vous savez bien, quand vous avez suivi certaines choses, on se regarde, si on est tout seul, on a l'impression que c'est notre faute. C'est pas si simple que ça, bien sûr. Et puis il y a la qualité de vie aussi. Comment fait-on pour que l'ambiance soit bienveillante, en empathie, que ça fonctionne? Quels sont les critères qu'on doit mettre en place? Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, la justice, les règles, la sécurité, c'est-à-dire, en fin de compte, la protection qu'on apporte par le règlement des différentes structures au fait que les gens, quand ils viennent, ils se sentent en sécurité. C'est un droit. Et puis, il y a aussi les pédagogies. Comment fait-on? Avec qui? Comment? Et les coopérations. On ne peut pas faire seul. C'est-à-dire que ça soit une unité comme, je pense, une bibliothèque, ou une école, ou un collège, ou un lycée, il est dans un quartier, il est entouré d'associations, il est entouré d'institutions, il n'est pas seul, c'est pas une enclave. Et si c'est une enclave, il risque de payer très cher à la longue, parce qu'en fin de compte, ça l'isole. Ça, c'est plutôt les 4 leviers intérieurs aux structures. Il y a 3 autres leviers extérieurs qu'on peut prendre en compte. Bien évidemment, c'est les pratiques partenariales. Avec qui travaille-t-on? Pourquoi travaille-t-on? Doit-on encore travailler avec? Quelles analyses? Évidemment, ça ne marche pas que dans un sens, ça marche dans les 2 sens. Donc, interroger les partenaires, s'interroger sur les partenaires. Et puis, il y a la coéducation, et je pense que ça doit vous parler. La coéducation, quelle place aux familles, notamment, que leur place, mais rien que leur place, chacun dans sa définition, chacun à sa place, et les lieux, les écoles, comment pas faire, j'aime pas le terme faire rentrer les parents à l'école, non, comment faire en sorte que le lieu d'éducation qu'est l'école parle et permette aux parents aussi de continuer quelque part, à certains moments, ce qu'il fait à l'intérieur de chez eux, de chez soi. C'est compliqué, mais ça permet de valider les lieux, de rendre les lieux accueillants, valides. C'est l'ambiance sur laquelle il est dit. Et puis évidemment, il y a tout ce qui permet de travailler contre les violences. Mais en général, quand on a fait tout ce que je vous ai dit, et qu'on a travaillé différemment sur les 6 leviers, les violences baissent.
en général, parce que mécaniquement, il y a moins de douleur, il y a moins de blessures, il y a moins d'incompréhension, il y a moins de rejet, il y a moins d'humiliation, il y a plus d'estime de soi. Bon, je pourrais vous énumérer, hein, on peut y passer un certain temps. Bref, en général, ça baisse. Ceci étant, ça n'empêche pas d'avoir un règlement très strict, et un partenariat avec les forces de l'ordre, par exemple, si c'est nécessaire. Mais pas seul. Ça rentre dans une logique globale. Et je peux vous garantir que quand on agit sur tous ces leviers, tout au moins en ce qui concerne les étudiants scolaires, ça a un certain impact. Donc je vais vous parler, par exemple, je vais essayer de redorer un peu le blason de Saint-Denis ici, parce que c'est un peu la commune de tous les dangers. Le lycée Paul-Éluard, dont j'ai été le proviseur pendant 5 ans, est un lycée de 2000 élèves à peu près, 200 professeurs et classe prépa. C'est un lycée général et technologique. En 5 ans, nous avons eu à peu près, en moyenne, puisqu'il faut prendre des indicateurs, en moyenne 1 ou 2 conseils de discipline par an. Ce qui veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'était le collège modèle, comme vous pouvez l'imaginer, le lycée modèle, sans aucun problème. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les problèmes étaient traités en amont, de telle sorte qu'on évitait de mettre plus d'élèves dehors qu'à l'intérieur. Et puis, mécaniquement aussi, quand on commence à arriver à faire en sorte que les élèves savent que leur place est à l'intérieur, pas à l'extérieur, les résultats par un projet pédagogique, comme par un projet de bibliothèque, projet pédagogique global, avec l'adhésion des professeurs et des partenaires et des associations, les résultats au bac, parce qu'il faut pas venir quand on est au lycée, on sont passés de 72 à 89%. Ce qui pour un lycée général technologique avec des CSP, c'est-à-dire des classes socio-professionnelles défavorisées, plus de 60%, c'est assez remarquable. Je vous dis ça parce que je suis convaincu, complètement convaincu, que tout le monde ici pense que, puisque c'est Saint-Denis, forcément ces lycées sont des lycées de relégation, et ainsi de suite. C'est pas vrai, c'est valable aussi pour d'autres institutions, c'est pas comme ça que ça marche forcément. Donc je pourrais aussi vous égrener des écoles, des maternelles ou des collèges. Donc, ce que je vous ai dit à gros traits, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, à gros traits, cette approche qui est multiple, à mon avis, a l'avantage de ne pas simplifier les choses, de ne pas rendre responsable un bouc émissaire. Ce n'est pas jamais une seule chose qui est responsable d'eux, c'est plusieurs. Et c'est sur plusieurs choses qu'il faut intervenir pour que les choses s'améliorent. Et d'ailleurs, cette complexité correspond beaucoup plus à nos structures, puis à ce que nous sommes en tant que vivants aussi. Donc il y a une sorte de similitude de mise en miroir. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Si j'étais venu il y a 15 jours, je me serais arrêté là, je vous aurais raconté une histoire, parce que j'adore finir sur une histoire, je trouve que c'est bien une histoire. Puis devant des bibliothèques. Dans les gens des bibliothèques, je pense que je ne vais pas... Mais je le fais aussi devant des patrons, des enseignants, des ministres aussi. C'est intéressant de les voir. Bon, ils se font passer avec leurs cheveux, mais pas moi, certains. Non, mais aujourd'hui, j'arrête de plaisanter, mais aujourd'hui, c'est, à mon avis, nous sommes dans un moment particulier et grave. Nos consciences sont secouées. C'est le mot que j'ai trouvé. Tout au moins la mienne, c'est sûr. Et sur le « je suis Charlie », je retiens, évidemment que je suis Charlie dans l'entier, mais je retiens le « je suis », qui pose la liberté des individus. Donc la liberté individuelle. Et comme il y a plein de Charlie, c'est le somme des Charlie, j'espère qu'on devrait pouvoir arriver à dire « nous sommes ». Et pour qu'on puisse arriver à dire que nous sommes, il faut le construire, il faut le penser. Et avec évidence, on a failli, tous, d'une certaine façon, sans se frapper la coupe, quand même. Et bref. Donc je pense qu'il faut mettre des mots, parce que je pense que ce qui a manqué beaucoup, et je l'ai vu dans les lycées, je l'ai vu dans les associations, mettre des mots sur ce qui arrive et pas avoir peur des mots, mais des mots justes. Des mots justes. Je tiens à rappeler ce que disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Je crois qu'il faut maturer cette phrase parce qu'elle est particulièrement, à mon avis, vraie. Moment particulier, je vous disais, où les livres doivent être multiples,
multiples livres, plein de livres. Pas un livre, plein de livres. Il faut de la diversité, des diversités, pas qu'une unicité. Non. Un moment grave où l'on sent bien que les bibliothèques peuvent être le symbole que trop lire, que trop écrire, que trop dessiner, que trop caricaturer, trop. Pour devenir dangereux. Donc rien n'est acquis, et j'aurais tendance à vous dire que le droit doit préserver nos droits. Ça me semble essentiel. Et puis j'ai une bonne nouvelle, pareil, j'ai entendu dire par des libraires que le traité de Voltaire sur la tolérance se vendait comme un petit pain. Et on m'a même susurré qu'il était en train d'enterrer soumission. Je trouve que si la tolérance enterre la soumission, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est sympathique. Donc je vous ai dit que je vous raconterai une histoire. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Ça s'appelle Laïla ou la fierté de son père. C'était un collège, c'était un collège qui dysfonctionnait. Alors pour dysfonctionner, la cité était à l'intérieur du collège, et le collège était plutôt à l'extérieur les élèves étaient plutôt à l'extérieur du collège, vu qu'il y avait l'équivalent de 10 à 15% d'élèves exclus par conseil de discipline, c'est-à-dire plus d'une classe dehors, qui regardait ce qui se passait à l'intérieur aux grilles. Les professeurs avaient peur, c'était au milieu de la cité, ils étaient en ordre de retrait sans arrêt, bref, ça ne fonctionnait plus, bloqué, au milieu de la cité bloqué. Donc il a fallu trouver quelque chose, et on a trouvé quelque chose, ensemble bien évidemment, toujours, un travail d'équipe, et on s'est dit que pour redonner la verticalité, du sens, de la force, on allait faire une remise des livrets, des bulletins, à la fin du premier trimestre. Ça voulait dire ça, que les profs travaillaient ensemble, qu'il y avait un travail d'équipe, qu'ils allaient s'accorder sur leur méthode, par avoir des notes quand même. Ça voulait dire aussi qu'on était capable de filtrer, donc de protéger le collège dans les entrées et les sorties. Et ça voulait dire aussi qu'on allait faire venir les parents, et donc on allait valider leurs enfants. C'était un peu compliqué depuis un certain temps. Donc on l'a fait. Donc, remise des bulletins, décembre, vous voyez, entre chien et loup, un soir, vers 5-6 heures, je vois arriver Laïla et son père. Laïla, c'est une élève de 6e, une bonne élève de 6e. Elle tenait la main de son père. Le père, un monsieur assez âgé, pas très content de venir au collège. À mon avis, je ne le connaissais pas à cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas un bon souvenir d'école. Et tous les deux ne savaient pas très bien à quelle sauce, comme on dit, ils allaient manger. Parce qu'évidemment, nos professeurs n'avaient pas dit à l'élève quelle était la teneur de son bulletin. Donc la cabine avait pris le risque énorme d'amener son père, qui n'allait jamais au collège, en sachant pas quel discours elle allait entendre. Vous imaginez, en plus c'était une fille, hein, je vous laisse passer. Donc vous imaginez la difficulté. Donc je vais voir arriver tous les deux tête baissée. Il y en a un, le père me dit un bonjour monsieur le principal, un peu timide et un peu chiffonné, comme dirons-nous. Et je les vois partir dans le collège, dans les couloirs, dans les escaliers. Et je les vois redescendre. Une demi-heure, 3/4 d'heure après. Donc j'en ai conclu, vu le temps, ça avait pris qu'ils avaient fait le tour des guichets. C'était un prof d'histoire, un prof de maths, bref, ils avaient bon signe quand même. En général, quand ça va vraiment pas, ça va beaucoup plus vite. Et je vois ce monsieur qui avait pris 3 cm. Je vous jure, il avait pris 300 mètres. Il tenait à la main le livret, la gamine aussi avait grandi. Il tenait le livret et il passe devant moi en me disant « Elle travaille bien ma fille. Hein. » Je les ai regardés partir tous les deux, puis je me suis dit, ben voilà, je sais pourquoi je viens tous les matins, ça j'avais compris, mais je le savais déjà, mais ça, et puis je me suis dit, on fait notre boulot, on est dans notre définition. Ces deux-là, ils reviendront. Pas parce qu'ils sont bons élèves, parce qu'ils ont été accueillis, parce qu'ils ont compris, parce qu'il s'est passé quelque chose. Je vous raconte ça parce que vous avez bien compris qu'on peut remplacer les collèges par bibliothèque, puis livret par livre. On a une histoire commune, nous, par rapport à tout ça. Notre histoire commune, ben, c'est la culture. C'est la culture, l'histoire commune. L'école, les bibliothèques, les maisons de quartier. Le trait d'union, c'est culture et ouverture, à mon sens. Ouverture. Qu'elle soit d'ailleurs au singulier ou au pluriel. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez une question, on a 2 minutes par rapport au timing. Merci bien.
USA.